Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo autour de NXT avec justement la vidéo de cette semaine qui était plutôt sympa. Honnêtement, il y a eu des très bonnes choses, des choses qui m'ont un peu moins intéressé, mais dans la globalité, on avait un bon show et on va pouvoir revenir dessus petit à petit. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'intro. Du coup, nous avons commencé avec The Family contre Los Lotarios pour les titres par équipe, puisque Los Lotarios avait gagné un match la semaine dernière qui apparemment du coup les a aidés à se qualifier, ou peut-être que c'est lié à autre chose, je sais plus. Je sais plus. Bon, en tout cas, ils avaient réussi à gagner une chance pour le titre et qu'ils ont eu du coup cette semaine. Le match, honnêtement, il était vraiment très bien. Los Lotarios s'est montré quand même assez dominant dans le match, avec quand même des petites tricheries à droite à gauche, hein, ce qui est assez logique pour des heals. Du coup, The Family, pareil, va faire du très bon travail, hein. C'était des matchs habituels, hein. Pour moi, on est sur deux des meilleures équipes qui restent pour l'instant à NXT. Voilà, j'aime bien aussi Briggs et Jensen. Brooks et Jensen. Non, Brooks Jensen, c'est la même personne. Briggs, attends, j'ai toujours du mal avec leur nom à eux deux. Il y a Brooks Jensen et l'autre c'est quelque chose Briggs. J'oublie toujours son nom. Josh Briggs, voilà. Brooks Jensen et Josh Briggs. Eux deux, j'aime bien aussi, mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus catcher en équipe. Euh, mais voilà. Du coup, euh, The Family du coup va conserver les titres avec son finisher par équipe, ça c'était plutôt cool, notamment par deux choses. D'un côté, c'est que je crois que c'est Angel Garza qui avait tenté de gruger quand le dos de l'arbitre, enfin oui, dans le dos de l'arbitre avec un low blow, et au moment où Channing Stacks, oula, j'ai un problème avec les noms. Channing, oui, du coup, Channing Stacks Lorenzo a voulu se dégager. Du coup, il a lui-même foutu un low blow à Angel Garza, un peu à la manière du Jey Uso Roman Reigns qui s'était fait le coup dans deux matchs différents. Je ne serais pas capable de vous dire précisément lesquels, mais euh, peut-être que certains se souviennent précisément. Mais je me souviens des images de ces passages-là, mais je serais incapable de redire les matchs précis où c'était. Mais en tout cas, c'était des matchs où les deux s'étaient affrontés en un contre un. Ouais, en un contre un, je crois. Bref. Et du coup, ça a permis à The Family de reprendre le dessus, de débarrasser d'Umberto Carrillo et de faire le tombé de la victoire avec le finisher par équipe, que je trouve pas incroyable. Honnêtement, le finisher par équipe de The Family, c'est pas mon favori. Voilà, j'aime beaucoup l'équipe, mais leur finisher par équipe, honnêtement, je suis pas fan du tout. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, à part que bon, je m'attendais forcément à ce que The Family gagne, hein. Ils viennent de récupérer le titre, donc ça aurait pas eu de sens de leur faire perdre, même si on sait que des fois la compagnie fait des trucs bizarres, hein. On se souvient de je sais plus quel match féminin dans le roster principal où on fait perdre le titre à Asuka pour le faire gagner à Bianca Belair juste pour qu'elle prenne le cashing derrière. Enfin bref, c'était complètement débile. Enfin voilà. Euh, Là ça va, ils ont pas fait pareil. Surtout qu'il y a les rumeurs que Humberto Carrillo et Angel Garza rejoignent du coup Santos Escobar dans la rivalité avec les Mysterio. Donc avec toutes ces rumeurs là, c'est pas étonnant du coup de voir euh, les anciens Los Lotarios perdent le combat. Comme ça, ensuite, ils peuvent repartir dans le roster principal avec Santos Escobar et faire face à la LWO. Enfin, en tout cas, c'est encore qu'il y a un stade de rumeur, mais le fait de ne pas donner le titre à Cario et Garza peut plus ou moins étayer les théories de certains. Ensuite, on a le King Jerry Lawler, du coup, qui, je sais plus, enfin, je sais pas s'il commente encore les shows. Je sais qu'il est commenté quand j'étais ado, je sais pas s'il le fait encore, puisque je regarde pas Roy SmackDown.
à part les résumés, mais bon, les résumés ne s'intéressent pas plus que ça aux commentateurs, bref. Mais du coup, Jerry Lawler qui va présenter les derniers euh, euh, membres qui peuvent se qualifier pour les Iron Survivor Challenge, donc Kelly Jordan, Kiana James, Bron Breakker et Eddie Thorpe, puisqu'on apprendra pendant l'épisode que il n'y aura pas de cinquième match en mode voilà, il y a une légende qui dit tac, fait une petite présentation, lui c'est l'avenir de la compagnie, elle aussi, machin. Non, du coup, la semaine prochaine, en gros, c'est très certainement tous les perdants qui vont s'affronter dans la Fatal 4-Way. Et puis, bah, comme il disait, hein, il y aura un match de la seconde chance. Donc, effectivement, c'est ça. Tous ceux qui auront perdu auront une chance supplémentaire et on en parlera un peu plus tard. Du coup, le premier match de qualification de Run Survivor Challenge de ce soir, enfin de cet épisode, c'est Kelani Jordan contre Kiana James, qui a été un très bon match. Honnêtement, je ne savais pas vraiment laquelle des deux allait gagner. Parce que d'un côté, Kelani Jordan, la compagnie a envie de la mettre en avant, machin, donc je me suis dit, elle peut gagner. En même temps, Kiana James, elle a participé l'année dernière au Iron Survivor Challenge. Je ne sais plus comment elle s'est qualifiée, mais en tout cas, elle s'y est qualifiée. Ça a même été la seule qui, malheureusement, n'avait marqué aucun point de mémoire durant le Iron Survivor Challenge, du coup, la première édition. Et je me suis dit, du coup, est-ce qu'ils vont remettre Kiana James dedans ou est-ce qu'ils vont vraiment mettre Kyle Jordan qui est moins expérimenté. Et du coup, bah, leur choix était de faire gagner Kelani Jordan, notamment parce que Kiana James et Roxanne Perez vont continuer leur rivalité, puisqu'effectivement, juste après, alors c'était très bizarre comme move, puisque Kiana James va placer, je crois que c'est le Flatliner, c'est un truc comme ça, son finisher, donc une sorte de facebuster porté un peu particulièrement, honnêtement que moi j'aime beaucoup. Euh, et tu sais pas pourquoi, Kiana James elle place son finisher, au lieu de faire le tomber, elle relève son adversaire pour. Je sais pas trop ce qu'elle voulait faire. Et tu dis, c'est bizarre. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui est fou? Elle vient de placer son finisher, tu places son finisher, tu fais le tomber, tu relèves pas ton adversaire, c'est très bizarre comme move. Et du coup, c'est parce que bah voilà, Roxane Perez a intervenu, elle a sonné la cloche là, ou un truc comme ça. D'ailleurs, qui sera volé plus tard par un autre catcheur. Euh, mais du coup, elle s'amusait à sonner la cloche, ce qui a détourné l'attention de Kiana James et qui a permis du coup à Kelly Jordan de pouvoir revenir dans le match avec notamment son moonsault pour la victoire. Donc c'est bel et bien Kelani Jordan qui ira aux Iron Forever Challenge et un peu plus tard c'est justement Roxanne Perez qui va apprendre que il y aura un match, enfin qu'elle aura une seconde chance pour participer au match, bien que cela veut dire que également Kiana James aura également cette chance de match retour, puisqu'elle aussi a perdu les qualifications. Je sais plus contre qui elle a combattu Kiana James. Ah bah si, j'ai bugué. Plutôt Roxane Perez, je sais plus, peut-être Lâche Légende, je crois. Euh, Bref, parce que Tiffany, je sais plus qui c'est qu'elle a affronté. Ouais, je sais même plus, attends, on va regarder vite fait qui sont les perdantes d'Iron Survivor Challenge. Est-ce qu'on en a eu le 7 novembre? Je crois pas, ça fait peut-être un peu loin. Parce que, attends, Dijak, Tyler Bate. Ah si, si, c'était là. Euh, Ah oui, ok. Fallon Henley contre Tiffany Stratton. Du coup, il y aura Fallon Henley. Bah, Roxane Perez. Ok. Ici, c'est qui a perdu chez les femmes? C'est où? Thea Hale. Mhm. Et Kiana James. Ok, donc les 4 perdantes, Kiana James, Roxanne Perez, Thea Hale et Fallon Henley. Ouais, je sais pas qui va gagner, mais honnêtement, je pense pas que ce sera Roxanne Perez et Kiana James. Je pense que les deux, comme on les a vus après, sont partis en bagarre complète, que ce soit en coulisses. Il y a une meuf, je sais pas c'est qui va agresser Roxanne Perez. Kiana James va en profiter pour arriver également à agresser Roxanne Perez. Et puis l'épisode s'est notamment terminé sur les deux femmes en train de se tabasser dans le parking sur une bagnole. Donc,
Je pense que justement les deux vont tellement se concentrer sur foutre sur la gueule qu'il y a des grandes chances que ce soit Thea Hale ou Fallon Henley qui se qualifient pour l'Iron Survival Challenge afin que peut-être qu'à deadline, Kiana James et Roxanne Perez auront un match en 1 contre 1 pour vraiment terminer leur rivalité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Si c'était moi qui écrivais les histoires, j'écrirais ça comme ça. Je ferais gagner soit Thea Hale, soit Fallon Henley, et ensuite, comme ça, je pourrais construire un gros match pour terminer la rivalité à deadline, puisque à Halloween Havoc, ils avaient déjà fait un gros affrontement, donc autant continuer et terminer à deadline. Ça peut être, euh, ça peut être une bonne chose. Enfin, moi, en tout cas, je ferais comme ça. Après, je ne suis pas un booker de la WWE, donc c'est juste un avis personnel. Ensuite, on a eu du coup le deuxième match de qualification pour les Iron Survivor Challenge, donc Braun Breaker contre Eddie Thorpe, qui fut un match plutôt sympa. Honnêtement, je m'attendais à rien de ce match, euh, même si je surkiffe Braun Breaker, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce que d'un côté, je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire gagner Braun Breaker et le foutre dans le Iron Survival Challenge en sachant qu'il avait menacé Dijak de le détruire si il gagnait une place pour l'Iron Survival Challenge. Donc d'un côté, il y a cette partie-là qui est très intéressante à suivre. Mais en même temps, je suis pas totalement sûr que la rivalité Breaker-Von Wegner soit terminée. Donc je me suis dit, est-ce que va pas y avoir une intervention contre Braun Breaker et du coup Eddie Thorpe va se qualifier, hein, ça s'est vu plein de fois, hein. Lash Legend s'est qualifié grâce à une intervention, euh, Josh Briggs s'est qualifié par une intervention, ici Kylie Jordan s'est qualifié par une intervention, enfin bref, je pense qu'il y a quasiment un quart des participants des deux Survivor Challenge qui se sont qualifiés grâce à des interventions. Donc ça fait quand même beaucoup. Et je me suis dit, soit ils envoient Brand Breaker dans le match, soit bah, c'est Von Wegner, Brand Breaker qui terminent leur histoire dans un PLE. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, de terminer leur histoire. Alors bien sûr, peut-être pas à deadline, il y aura encore New Year's Evil peu de temps après. Mais voilà, pour moi, la rivalité Brand Breaker-Von Wegner peut pas se terminer dans un weekly. Pour moi, c'est pas terminé. Et c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'Eddie Thorpe peut l'emporter. Au final, malgré qu'Eddie Thorpe ait eu quelques petites offenses sympas, il va complètement se faire détruire. Après, Eddie Thorpe a quand même une bonne excuse pour sa défaite, c'est qu'il avait un, une protection au niveau du ventre, enfin un truc pour de soins parce qu'il était blessé suite à son agression, parce que la semaine dernière il s'est fait agresser par le clan de Drogulak après avoir gagné contre Charlie Dempsey par un petit paquet et il s'était fait détruire juste après le match. Donc Eddie Thorpe n'était pas à 100%, il était blessé entre guillemets face à un Braun Breaker en pleine forme. Donc c'était quand même assez logique que Braun Breaker il gagne. En plus il a gagné clean avec un spear, pas d'intervention, rien. Donc c'était très bien comme ça et j'ai hâte de voir ce que Braun Breaker va faire subir à Dijak lors des Iron Survivor Challenge. Ensuite, après une petite altercation en coulisses, Ilya Dragunov et Nathan Fraser vont s'affronter. Alors Nathan Fraser était en train de parler avec Axiom par rapport à Ilya Dragunov, Baron Corbin. J'avoue que j'ai pas tout suivi. Nathan Fraser et Ilya Dragunov sont un peu pris de gueule et ils sont partis pour un match. Match assez court mais plutôt fun, hein. Franchement, Dragunov, Nathan Fraser, ça a plutôt bien mixé, j'ai trouvé. Après le match était un peu court, je pense que si on avait un bon match un peu plus long, ça pourrait donner vraiment un truc très cool. Mais ce match était clairement pour montrer la domination de Dragunov, parce que c'est clairement une punition hein, qu'il a fait porter à Nathan Fraser. Nathan Fraser qui a eu pareil un peu comme Eddie Thorpe juste avant, quelques petites offenses, mais dans la globalité s'est fait défoncer. Et comme je disais, Ilya Dragunov a surtout montré sa domination, sa supériorité dans son ring,
puisqu'il va porter, vous savez, quand son adversaire est au sol et qu'il saute et qu'il fout sa droite, là, à moitié avant-bras, dans la gueule de son adversaire, il va le faire une fois. L'arbitre va commencer à compter et du coup Dragunov va se relever. Il va le faire une deuxième fois. Le public va en demander une troisième. Du coup Dragunov va faire un troisième. Et du coup, bon bah là, il gagne là-dessus avec un Nathan Fraser complètement KO. Et après match, on a Baron Corbin qui apparaîtra à l'écran pour globalement dire à Dragunov, voilà, prépare-toi, à Deadline, tu vas perdre ta ceinture, t'auras un petit ticket pour rentrer chez toi plutôt pour Noël, machin. Enfin, c'était la petite promo de Baron Corbin était plutôt pas mal, plutôt efficace. On continue à bien teaser le match entre les deux hommes à Deadline. Honnêtement, j'ai quand même assez hâte de voir ça. Alors que je déteste le Baron Corbin du roster principal. Et je précise bien du roster principal. J'en parlais en plus hier ou avant-hier avec un ami. Euh, Plutôt avant-hier au moment où sortira la vidéo, mais hier au moment où j'enregistre. Mais justement, on parlait du cas Baron Corbin, où on se disait qu'effectivement, Baron Corbin dans le roster principal, c'est nul, c'est mauvais, il n'y a rien à faire. Par contre, dans NXT, il est super bien utilisé, et c'est vraiment très cool de le voir utilisé comme ça à NXT. En tout cas, voilà, pas grand chose de plus à dire. C'était plutôt sympa pour le match. Ensuite, un match où j'étais content parce que j'avais très envie de revoir Carmen Petrovic qui pour moi c'était beaucoup plus logique que Petrovic combatte Ariana Grace plus que Gigi Dolin. Euh, Pardon, j'ai eu un petit haut au cœur. Euh, et du coup, les deux femmes ont commencé à régler leur compte, enfin, même si je pense qu'on part sur une rivalité un peu plus longue que juste un match, puisque bah déjà celui-ci va être plutôt cool. Carmen Petrovic, qu'on avait vu faire des bonnes choses contre Lola Weiss notamment, ici va nous montrer des choses assez différentes. Alors je dis pas qu'ici elle fait des choses mauvaises, mais on n'avait pas vu ce côté autant technique et entre guillemets pro de la soumission dans ces matchs durant le Breakout Tournament. Et du coup, ça fait du bien de voir qu'elle a également d'autres choses dans sa besace que juste mettre des coups de pied, quoi. Donc l'évolution de Karen Petrovic est très cool à voir. Ariana Grace, elle est hyper détestable et honnêtement j'adore, hein, son personnage il est trop cool. Euh, et le match du coup il va se terminer sur une tricherie puisque les deux femmes sont en train de se battre dans le coin du ring. L'arbitre essaye de les séparer et du coup Ariana Grace en profite que l'arbitre ait la tête baissée pour mettre ses doigts dans les yeux de Carmen Petrovic pour faire son finisher qui est un peu similaire à celui qui était, qu'avait Wade Barrett, que encore une fois, comme pour The Family, je trouve pas terrible. Alors d'un côté, c'est vrai que ce soit Wade Barrett ou Ariana Grace, il y a le côté un peu impressionnant parce qu'ils sont très grands. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, la chute, elle est quand même assez violente. Mais en tant que finisher, je trouve pas ça dingue. Honnêtement, pour moi, un finisher, ça doit quand même être marquant, il doit y avoir un truc particulier, quoi. Je veux dire, par exemple, quand tu vois le moonsault de Tiffany Stratton, tu dis, ouais, ça c'est très bien. Le RKO que tu peux sortir n'importe où, c'est très bien. Enfin, pour moi, voilà, il y a un finisher, il doit quand même avoir un truc marquant. C'est pour ça que, par exemple, je suis pas hyper fan des super kicks en finisher parce que bah, tout le monde en fait partout et tu dis d'où tu termines un match avec un super kick alors que tout le monde en fait partout et que ben ça ne termine jamais les matchs sauf quand c'est celui où le kick est proche de son finisher. Donc pour moi, il faut que ce soit un truc pas forcément unique, hein, avoir des prises qui rappellent ceux d'autres catcheurs comme Khalil Jordan qui reprend dans ses prises de finition celui de MVP. Tu dis bon, c'est sympa, c'est très bien, mais aujourd'hui, avoir un finisher comme celui bah, de Ariana Grace, qui était celui de Wade Barrett, bah, je trouve que c'est pas dingue. Je trouve qu'il pourrait y avoir d'autres choses à faire, mais bon. Après, le personnage est très cool, dans le ring c'est très cool, mais voilà, j'aime pas son finisher, c'est comme ça.
Mais du coup, voilà, victoire par tricherie, ensuite le finisher, donc quand même victoire entre guillemets clean. Je pense que du coup, bah, forcément, Carmen Petrovic va vouloir se venger parce qu'elle a perdu sur une tricherie. Et du coup, je pense qu'on n'en terminera pas ici avec les deux femmes. Ensuite, on a eu Brooks Jensen contre Lexi King, pareil, altercation backstage, hein, voilà, avec Josh Briggs, oui, ça, Josh Briggs, qui est en train de comment dire, de célébrer pour sa victoire, sa qualification au Alliance Survivor Challenge. Alors, il continue de célébrer là alors qu'il s'est qualifié il y a 1 ou 2 semaines, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, il y a Alexei King qui va venir les emmerder, parce que notamment, si Josh Briggs est qualifié, bah, c'est grâce à Alexei King qui a été intervenu contre Carmelo Hayes. Euh, et du coup, ça va partir un petit peu mal. Du coup, Josh Briggs va un peu dire à Brooke Jensen, allez hop, vas-y, hop, il va te foutre une raclée, tac. Le match est organisé. Le match en vrai était vraiment sympa. Les deux hommes ont été à peu près au même niveau, hein, franchement, en termes d'offense. C'était à peu près kiff-kiff. Hein. Bon, Jensen a fait des très belles choses. Lexi King s'est très bien débrouillé aussi. Franchement, j'ai trouvé que le match était assez cool, même si c'est peut-être un des matchs dans lesquels j'étais le moins impliqué. Surtout que on faisait des passages sur le match, on faisait passage backstage avec Carmelo Hayes et Trick Williams qui observaient le match, puisqu'il y avait eu une vidéo qui a été partagée où on a enfin la réponse claire de qui a attaqué Trick Williams, qui est du coup Lexi King. Euh, et du coup, ben, c'est comme ça que le match va se terminer, puisque suite à avoir regardé le match, Carmelo Hayes va décider de venger son ami. Alors, tu dis pourquoi maintenant. En intervenant dans le match, voilà, bon, il va se faire repousser par Josh Briggs, des arbitres et tout. Mais le mal sera fait, Brooke Jensen aura été détourné, et Lexi King avec son finisher, dont je me souviens plus comment il est, bah, du coup va remporter le match. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage de faire ce genre d'intervention de Carmelo Hayes, parce que une rivalité Lexi King Carmelo Hayes, je trouve ça très cool. Mais le truc, c'est que on a appris dès le début du show quasiment la vidéo qui montrait Lexi King agresser Trick Williams. Donc, tu te dis pourquoi Carmelo Hayes intervient maintenant pendant le match de Lexi King alors qu'il aurait pu le choper à n'importe quel moment en backstage quoi. Et ça je trouve que c'est un petit défaut de cette partie de l'histoire. Et en plus ça gâche un peu le match de Brooks Jensen. Mais voilà, ça je trouve que c'était un peu mal écrit. Carmelo Hayes qui tente d'agresser Lexi King quand il est en plein match alors qu'il aurait pu le choper n'importe où backstage quoi. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Il a eu tout le show pour le faire. Et, euh, et voilà, enfin bon, c'est comme ça, mais bon, j'ai trouvé ça un peu mal écrit. Et on termine sur un main event, un très très bon main event, avec Wesley, Johnny Gargano, Bronson Reed et Cameron Grimes qui s'affrontent d'un Fatal 4-Way. Si Wesley l'emporte, il affrontera Dominic Mysterio à Deadline, en sachant que Dominic Mysterio était présent à la table des commentateurs pour observer le match et qui n'interviendra pas. Ça, c'est important. Dominic Mysterio ne va pas intervenir, mais il a des fois des expressions et tout qui sont assez marrantes. Ce que j'ai trouvé bien pendant tout l'épisode, c'est que déjà, on nous a teasé les challengers de Wesley. C'est qu'on nous a montré Johnny Gargano avec ses 3 fois champion nord-américain et tout ça. On nous a présenté Bronson Reed, gros monstre avec le titre nord-américain et tout. On nous a montré Cameron Grimes, pareil, hop, grosse victoire avec le titre nord-américain et tout. Et du coup, on nous a vraiment enfin, déjà, on a fait un rappel pour les fans de longue date de NXT, voilà, de ce qui s'est passé. Et en même temps, bah, pour les nouveaux,
où on se dit, ok, ceux-là, on nous a dit qu'ils étaient d'anciens champions, mais voilà, comment c'était et tout, bah, on nous fait un petit recap, une petite compile des meilleurs moments, enfin peut-être pas que des meilleurs moments, mais de quelques moments, en tout cas, de leur règne. Et honnêtement, pour teaser le match, j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite, le match en lui-même, bah, il était incroyable, hein. Franchement, quant à alors Cameron Grimes, je le connais beaucoup moins, mais Wesley c'est génial, Johnny Gargano c'est génial. Bronson Reed, j'ai pas eu le temps de le connaître très longtemps, parce qu'au moment où je commençais à m'intéresser à lui, il s'était fait virer de mémoire, et puis ensuite il est revenu dans le roster principal, donc pas l'occasion de voir beaucoup de matchs de lui, comme bah, les shows sont mis enfin, assez tard sur le network. Mais Bronson Reed, il m'avait beaucoup impressionné quand je l'avais découvert. Et Cameron Grimes, je crois que je l'avais jamais vu catcher, ou peut-être une fois avant qu'il quitte NXT, pareil. Enfin, bref. Euh, du coup, je crois que j'ai pas grand chose à dire, à part que si vous avez toujours pas vu ce match, bah faut le voir. Faut le voir, il est incroyable, il est incroyable. Surtout dans les façons de réfléchir à comment se débarrasser de Bronson Reed, parce que c'est surtout là le gros truc, c'est que Wesley, Gargano, Cameron Grimes, ils ont à peu près le même gabarit, parce que Cameron Grimes c'est quand même très grand, mais ils ont à peu près les mêmes gabarits. Alors que ben, Bronson Reed c'est vraiment un monstre face aux autres. Et du coup, tu te dis comment ils vont réussir à se débarrasser de lui. Et à chaque fois, il y a des trucs trop bien qui sont faits. Et même Bronson Reed, à un moment, le moment qui va peut-être le plus impressionner, c'est son triple Samoan drop là, où il a les trois moitiés sur les épaules là, qui pensent Samoan drop. What the fuck. Bref, il y a trop de choses intéressantes pour, euh, pour le décrire. Moi, je vous conseille juste d'aller le voir parce que c'est trop bien. C'est juste trop bien. En plus, on a une intervention de Ivar du roster principal, voilà, des King Riders qui va attaquer Bronson Reed. Et du coup, voilà, ce qui va permettre du coup d'écarter Bronson Reed du final du match. Voilà, de toute façon, je te doutais bien que Bronson Reed ne prendrait jamais le pin, hein, forcément. Et du coup, ça permet de terminer avec Johnny Gargano, Wesley et Cameron Grimes, avec notamment Cameron Grimes qui va mettre KO Johnny Gargano pour ensuite prendre le cardiac kick de Wesley. Et Wesley l'emporte avec son tombé sur Cameron Grimes, hein. Je l'avais dit la semaine dernière, j'avais dit qu'il y en avait un qui était là pour prendre le tombé, c'était Cameron Grimes. C'est triste à dire pour lui parce qu'il a fait une très belle perf là. Mais de toute façon, dans le roster principal, il apparaît pas souvent et dès qu'il apparaît, apparemment, c'est pour perdre. Donc, bah, c'était assez logique que même en venant à NXT, qu'il les allait perdre. Du coup, Wesley l'emporte le défi de Dominic Mysterio et affrontera ce dernier, du coup, à Deadline pour obtenir le titre nord-américain. Et j'ai très très hâte de voir ça. Autre deux trois choses à dire, hein. L'ambiance elle était incroyable, hein. Très très bonne ambiance. Le public qui est forcément à fond derrière Wesley, hein. Ils savent bien que bah, les autres ils sont juste là entre guillemets pour faire un peu barrière pour le match. Mais que bah, Wesley il a clairement le charisme et tout ce qu'il faut pour récupérer son titre et débarrasser le public de Dominique Mysterio. Donc forcément, gros soutien pour Wesley. Et petit chant au tout début du match, il y a eu un gros chant Welcome Back qui fait plaisir. À mon avis, les trois hommes, Gargano, Reed et Grimes, ont dû être. Ça a dû leur faire quelque chose, je pense, de recevoir cette grosse ovation de la part d'NXT. Aujourd'hui, on a la petite catégorie arrière-plan. Et oui, alors je suis désolé, la photo est assez floue, on voit pas grand chose. Mais en même temps, c'est la seule que j'ai trouvée. Enfin, après, je vous que j'ai pas non plus cherché des heures pour en avoir une nette, hein. Mais du coup, il y a deux trois semaines, pendant que deux catcheuses parlaient, je crois que c'était Tiffany et quelqu'un d'autre de mémoire, ouais, ça doit être un truc comme ça, et on avait eu justement ces mecs au visage peint, on en voyait un qui parlait enfin pas dans le vide, mais à quelqu'un qu'on voyait pas, et ensuite on voyait les deux ensemble, et puis voilà, sans savoir vraiment qui c'était, ce qu'ils foutaient là et tout. Et aujourd'hui, encore, on a vu ces deux mecs au visage peint. Alors là, sur la photo de mémoire, il n'y en a qu'un qu'on voit.
Euh, mais les deux sont apparus pendant que Dragunov et Fraser étaient en train de s'engueuler. On a vu les deux hommes rentrer dans la pièce et juste traverser la pièce en regardant la caméra notamment, enfin vers la caméra. Et du coup, on a eu certains membres, enfin certains catcheurs qui étaient dans la pièce, on le voit sur la photo, qui se sont retournés en mode c'est qui ces mecs-là et tout. Et du coup, je pense qu'on nous tease encore et encore une nouvelle équipe. Je pense que le Dusty Road Classic, je crois que c'est comme ça s'appelle le tournoi pour les équipes, devrait pas tarder à arriver et que sûrement que ces mecs au visage peint en blanc et noir seront très certainement une nouvelle équipe qui apparaîtra durant le tournoi. En tout cas, moi j'ai aucune idée de qui ça peut être, parce que si ça se trouve, c'est d'anciens catcheurs qui apparaissent comme ça, le visage peint pour un peu de mystère et tout. Peut-être que c'est juste des catcheurs du Performance Center qui vont faire un peu leur début, je sais pas. Mais en tout cas, ils étaient encore là. On ne sait pas encore c'est qui, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, quoi que ce soit, mais ils sont là. Donc voilà, s'il y en a qui ont un peu plus d'indices, un peu plus de détails, bah, n'hésitez pas à le dire. Et on conclut du coup d'abord avec les previews. Alors on n'a pas grand chose d'annoncer, hein. On a juste annoncé Alpha Academy contre Métaphore. Du coup on aura euh, Chad Gable et soit Otis, soit Kiratozawa et Maxine contre Lash Legend, Oro Mensah et Noam Dar. Alors je sais pas pourquoi Jakara Jackson elle ne catche pas. En tout cas, elle ne catche pas. Peut-être qu'elle est pas, elle est peut-être blessée et que un peu comme Dakota Kai, elle apparaît comme ça quand même avec le groupe. Euh, mais en tout cas, c'est Lash Legend qui a été choisi. En même temps, si la team de Noam Dar Métaphore l'emporte, bah, ça donne une grosse victoire à Lash Legend qui aura battu avec son équipe Alpha Academy, ce qui est vraiment pas mal juste avant les Run Survivor Challenge. Donc en même temps, le choix de Lash Legend dans le match est pas déconnant. Et forcément, il y aura les matchs de repêchage pour tous ceux qui ont perdu leur match d'Iron Survivor Challenge. Donc il y aura le match Fallen Henley, Thea Hale, euh, Kiana James et Roxanne Perez pour que l'une des quatre tente de avoir une chance pour intégrer le Iron Survivor Challenge. Pour moi, Thea Hale ou Fallen Henley a le plus de chances d'obtenir cette victoire. Et du côté des hommes, du coup, c'est Tyler Bate, Joe Coffey, Carmelo Hayes et Eddie Thorpe qui vont s'affronter. Alors attends, on a dit Tyler Bate, Eddie Thorpe, Joe Gacy, Carmelo Hayes. Ouais, pour Carmelo Hayes, c'est quand même celui qui a peut-être le plus de chances de l'emporter. On verra bien. En tout cas, voilà. Hâte d'être la semaine prochaine, hâte d'être à Deadline également. Et en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, parce que moi je l'ai trouvé vraiment très bon comparé aux deux-trois derniers épisodes que j'avais trouvé un peu moyen. Celui-là, j'ai trouvé qu'il était un peu au-dessus, et notamment le main event hein, qui joue beaucoup, qui était excellent. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, et on se dit à très bientôt pour l'épisode de la semaine prochaine. Allez, ciao les Anacalypsiens.